Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline. On évoque le déplacement d'Emmanuel Macron en ce moment dans le Cher et demain dans l'Allier, à la rencontre des Français après une séquence internationale. On va l'écouter face à une dame qui lui parle de son problème de petite retraite, épreuve du réel pour le président de la République. Je peux vous poser une question ? Dites-moi, madame. Pour les retraités, vous faites quoi actuellement ? Rien ? Ceux qui ont des petites retraites, normalement, elle aurait dû être prévalorisée. Si, les petites retraites, on s'est assuré en particulier. Mais normalement, c'est de passer à 1 000 euros. Ceux qui ont des petites retraites de 800 euros, passer à 1 000 euros. Après, vous êtes passé au gouvernement. Ah non, vous n'avez rien fait parce que moi, je sais rien. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien une retraite bien ? Vous avez tout votre trimestre ? Ah, j'ai tout mes trimestres. On a remonté le minimum vieillesse. On a fait sur plusieurs allocations. L'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse, on les a remontés. Donc, ce qu'on peut peut-être voir, c'est regarder que vous ayez bien fait toutes les demandes pour avoir été éligible à ça. Donc ça, je vais vous envoyer quelqu'un pour qu'on regarde pour vous. Alors, l'épreuve du réel, non, vous n'avez rien fait. Moi, dit cette dame, elle est à 800 euros de retraite, alors que c'est annoncé partout, 1 000 euros. Et la réponse du président, est-ce que vous avez bien fait toutes vos demandes ? Parce que malheureusement, je ne le dis pas pour critiquer ou pour faire une espèce de passe d'armes politique, je le dis parce que c'est la réalité. J'invite tous les gens qui sont dans cette situation-là à vraiment aller au plus loin de ce qu'ils peuvent récupérer, parce que quand on associe, et je sais que c'est compliqué, je ne dis pas, c'est pas compliqué parce que c'est Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est compliqué parce que l'organisation administrative française est compliquée. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail de simplification, il n'y a même pas de débat. Il va falloir qu'on dépoussière ça. S'il y a une chose qu'on n'a pas fait dans ce quinquennat, il y a une partie. Alors, la Covid, les gilets jaunes, le manque de temps, ça a été cette partie de peignage des problèmes de la complexité administrative. Mais dans la réalité, si on ajoute les petits morceaux, oui, on arrive effectivement à ces objectifs. Absolument. Oui, c'est souvent comme ça. Ma modeste expérience, j'étais collaborateur parlementaire sous la précédente législature et je sillonnais les marchés avec ma députée. Et donc, elle se faisait houspiller à chaque fois. Mais moi, j'ai pas eu telle aide. Moi, c'est scandaleux. Et puis, c'est de la mort, etc. Donc, je prenais les dossiers. Et alors, mais je vous assure que... Et c'était pas de leur faute dans la plupart des cas. Bien sûr que non. Entre le site qui marche pas, le site qui est redirigé, le site qui est pas encore en service... La fracture numérique. Mais 9 fois sur 10, en fait, la responsabilité était celle du citoyen qui n'avait pas rempli le papier, qui n'avait pas déposé son... Et qui, à la fin, ne recevait pas l'aide, ne recevait pas la prestation à laquelle il avait droit. Mais parce que c'est trop compliqué. Et il y avait un secrétariat d'État à la simplification qui était occupé par Thierry Mandon, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu des efforts, mais si vous voulez, on part de tellement loin entre l'administration centrale, l'administration dans les départements, dans les régions. Lorsque vous prenez, ne serait-ce que le bureau de la vie associative, moi j'ai été élu local, il y avait un bureau de la vie associative à la ville d'Avignon, à la communauté de communes, d'agglomération, au département, à la région, le bureau de la préfecture dans le département, à la préfecture de région, parce qu'il n'y en avait pas assez, il fallait en rajouter encore. Il y avait 2-3 bonhommes dont c'était le travail qui s'occupait de ça, et vous rajoutiez les fonds européens. Si vous voulez, à la fin... Vous ne pouvez pas avoir une politique publique efficace en ayant des gens qui sont éparpillés dans autant d'administrations. Et tant qu'on ne fera pas ce boulot-là, on continuera à avoir ce genre de réaction d'une dame qui a certainement droit à une aide, mais qui à la fin a le sentiment que le gouvernement ne l'a pas aidée parce qu'elle ne l'a pas reçue. Voilà. Et ça, c'est important, évidemment, Maxime Miaudot, dans le cadre de la campagne, des gens qui se disent non, il n'a pas fait ce qu'il a promis, Emmanuel Macron. Oui, mais il est tellement révélateur cet échange sur deux choses. Évidemment, déjà, la petite dame, on peut le mettre et on peut d'ailleurs faire un parallèle avec la campagne de vaccination. Toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est aussi parce que elles n'ont pas forcément d'ordi à disposition, qu'elles ne reçoivent pas forcément les mails de l'assurance maladie, qu'elles sont dans des déserts médicaux, qu'elles ne peuvent pas en 2-3 clics ou sur une application réserver son créneau. Donc ça, c'est en effet le premier problème. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des élus, dont David Lisnard, qui explique très bien que rien que pour installer un local poubelle, il faut remplir le DPE qui doit être validé par la RAETP machin. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, d'anagramme en anagramme, le papier se perd et on n'arrive pas à faire quelque chose de concret. Et la deuxième chose qui me paraît importante, ça a été d'ailleurs un peu le fil rouge de tous les échanges d'Emmanuel Macron, c'est la différence entre ce que le gouvernement avait fait, qu'il certifiait avoir fait, qui visiblement avait pour but de révolutionner le terrain sur lequel il était, et la différence sur le terrain. C'est-à-dire que quand à un moment il y a un monsieur qui n'a pas de travail dans un domaine très particulier, Emmanuel Macron lui dit mais pourtant quand même il y a du travail, regardez le chômage baisse, il continue à baisser. Oui, encore faut-il dire qu'il est à un peu plus de 7% et que 7% ça représente quand même 4 millions de personnes. Je veux dire, c'est pas le plein emploi non plus en France. Faut savoir accessoirement le dire. Et puis ce petit monsieur, peut-être qu'il avait des compétences très particulières et qu'il a envie de les trouver, mais c'est juste que quand il fait le tour des boulots et qu'on lui dit bah oui mais mon petit gars c'est 1 800 € brut.
il n'a peut-être pas forcément non plus envie d'aller travailler. Et quand on dit, mais regardez, c'est formidable ce qu'on a fait l'assurance chômage, quand vous savez que 70% des personnes touchent déjà finalement un chômage assez bas, quand l'assurance chômage va vous le faire baisser jusqu'à 500 €, c'est pas quelque chose avec lequel on peut vivre dignement. Et je pense que c'est aussi peut-être ça qui va risquer d'arriver à Emmanuel Macron, c'est-à-dire la déconnexion entre la promesse des réformes et la façon dont les gens perçoivent la réalité de la chose et le bulletin P qui leur permet pas d'acheter. C'est pas une exclusivité du gouvernement d'Emmanuel Macron, cette histoire de dire qu'effectivement il y a une différence entre les intentions, j'allais dire, ou pas les intentions, les réalisations qu'on a votées par exemple à l'Assemblée nationale et le temps que ça met à arriver sur le terrain. La deuxième observation, c'est que le chômage à 7,6, j'entends partout, parce que vous dites, c'est ce qu'on entend, le fil rouge de ce qu'on entend. Il y a encore plus de gens qui disent merci au président. J'ai pas perdu mon salon de coiffure, j'ai pas perdu mon bar-restaurant. Vous avez été là pour le quoi qu'il en coûte. On a tenu bon. On trouve personne. Et si on avait des gens, on trouve personne. Et si on avait des gens, on ferait encore plus d'activités. Donc on pourrait en employer plus. Non mais il y a évidemment une France dont il faut s'occuper, qui est en décrochage. Il faut la former. On le disait tout à l'heure, la reformer. Il faut être obsessionnel là-dessus. Plan 2030, 2,5 milliards sur la formation. Hein. Sur les 30 milliards, hein, c'est pas anecdotique quand même. 2,5 milliards du plan 2030 sur la formation. Et puis à côté, il y a quand même une France. On fait des sondages aujourd'hui. 8 Français sur 10 se déclarent heureux. Oh mais j'en étais sûr. Tout va très bien, Madame la Maire. Mais c'est absolument pas ça. Je suis en train de dire qu'il y a une différence entre les Français qui individuellement disent mais moi ça va pas mal. Moi j'ai mon café, je travaille chez mon coiffeur, je suis bien dans ma vie, j'ai mes copains et tout. Et puis le projet collectif. Sur lesquels on dit, ah ben non, la France, ça va pas bien. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça que Éric Zemmour dénonce. Je ne vous dis pas. Non. Zemmour, alors attendez, ne parlons pas de. Zemmour, d'ailleurs, Zemmour, il dénonce tout en même temps. Et à peu près n'importe comment. En même temps, ça vous va, ça? Non, c'est une différence entre en même temps et tout à la fois. Hein, c'est la différence entre un plat salé sucré, c'est en même temps, et puis une espèce de bouillie infâme, ça c'est tout à la fois. C'est tout à fait différent en termes de goût et en termes d'appréciation. Et moi je pense que monsieur Zemmour dénonce sans trouver de solution. Nous on cherche des solutions. Il y a des faiblesses, mais il y a quand même des réussites, et ça, il faut quand même aussi le dire. Oui, et ce que vous disiez, non seulement parfois l'administration ne suit pas, mais il arrive parfois qu'elle aille à l'encontre de ce que dit le pouvoir politique. Il y a quand même un exemple qui est absolument délirant. C'est sur la question du moratoire sur la fermeture des lits, qui est quand même, à l'issue du Ségur de la Santé, on a une prise de parole du chef de l'État, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la République, qui dit « J'annonce qu'il y aura un moratoire sur la fermeture des lits tant que durera la crise sanitaire, et même après, parce que j'ai entendu ce que m'ont dit les professionnels de santé, et que je considère que... » Bon, donc, on se dit quand même, à l'issue d'une concertation, le président de la République prend un engagement, il ne va pas y avoir débat, l'engagement sera respecté. Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi ? Des lits ont continué à fermer parce que des directeurs et des sous-directeurs et des chefs et des sous-chefs ont considéré qu'il fallait continuer à fermer des lits, et la parole du ministre, du Premier ministre ou du président n'a aucune conséquence sur leurs actes. Mais là aussi, à un moment, ça ne peut pas durer. On ne peut pas avoir un chef de l'État qui prend un engagement et une partie de son administration qui non seulement ne le suit pas, mais fait l'inverse de ce qu'il avait annoncé. Un tout petit mot concernant Éric Zemmour. Après le meeting de Villepinte, vous savez qu'il a été lui-même agressé. Il y a eu des violences contre les membres de SOS Racisme. Lui-même a été agressé. Eh bien, son agresseur sera présenté à un juge d'instruction demain. Il a été déféré ce soir. Sa garde à vue a été levée. Ça aussi, les violences contre les candidats, j'imagine que vous les condamnez. Évidemment, alors là-dessus c'est très ambigu parce que la personne a déclaré ce matin, moi je vous dis ce que j'ai entendu à la radio, mais là, comme tous les Français, en disant j'ai sauté dessus parce que je voulais l'embrasser, c'est pas... Oui, il dit ça. Vous avez vu l'image, donc là le juge d'instruction... toute agression contre un candidat doit être sévèrement punie. Tout comme toute agression contre un élu, il n'y a même pas de débat là-dessus. Je voudrais juste rebondir sur les fermetures de lits. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand même, hein, parce que quand on est en plein Covid et qu'on doit par exemple passer dans des salles où il y avait 2 lits à un seul lit pour des raisons de protection, bah oui, ça ferme un lit. C'est mécanique. Non, là, c'est des centaines, Bruno Bonnet. Je parle pas, pardon Maxime, je parle pas de réorganisation interne parce qu'on ferme un service qu'on transforme en service réa. C'est pas ce dont je parle. Je sais qu'on a dû fermer des services. Là, je parle de centres hospitaliers où il y a eu 200, 300 fermetures de lits et pas des fermetures provisoires en attendant de rouvrir des services.
des fermetures définitives. Et donc voilà, à un moment, je pense que ce n'est pas normal que la parole du président de la République ne soit pas respectée par ceux qui sont censés l'appliquer. Bruno Bonnel, le dernier mot. On est entièrement d'accord, c'est pas normal, et que si c'est effectivement avéré, il y aura effectivement une réflexion à avoir sur la chaîne de commandement, si on peut dire comme ça. D'ailleurs, la réflexion sur le système de santé en général, ça va être sur la table pour les prochaines élections. Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission dans Punchline. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour son émission qui s'appelle Verveine Underground et que je prononce très bien désormais tous les soirs. Merci à tous les trois, Maxime Lédo, Amélie Capli et Bruno Bonnel. Merci et aussi, il y aura les informations avec Alexandre Lemaire à 20h. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h, 20h. Punchline, Laurence Ferrari.